Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leïla Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Bienvenue à Géopolitique du Sahel. L'émission d'aujourd'hui se veut être une rétrospective des principales étapes qui ont marqué l'année 2024. Nous reviendrons sur les effets marquants sur le continent africain de cette année qui s'en va, et Dieu sait que cette année a été riche en événements pour l'Afrique, une actualité bouillonnante, foisonnante de changements et de bouleversements. L'Afrique en vie, l'Afrique en mouvement, retour sur les moments clés dans différents domaines, politiques, sécuritaires, économiques et pourquoi pas culturels. Tout de suite, les développements. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Je vais procéder à la présentation de mes invités sur le plateau et des consultants de Ifriqiya FM. Pour commencer avec Abdelkader Soufi, notre consultant Ifriqiya FM. Vous êtes également professeur universitaire. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Et notre invité, Badis Khnissa, analyste des questions internationales. Vous êtes également président du think tank Émergence. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci Badis. Et bien sûr, Ahmed Kateb qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Et bien sûr, nous aurons aussi avec nous successivement, donc je vais les dire, Gamal Abina. Nous aurons également avec nous Omar Ben Berti et par téléphone également Sami Qaidi. Donc, pour commencer, Gamal Abina est déjà avec nous. Oui. Gamal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous êtes expert en questions internationales, pour rappeler cela à nos auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, si on devait faire une rétrospective, Badis Khnissa, pour commencer avec vous, sur le plan politique d'abord, pour un petit peu aller dans les détails, quel serait l'effet marquant selon vous ? Écoutez, vous l'avez dit en prélude à juste titre, l'Afrique est en effervescence, notamment sur plusieurs aspects, y compris l'aspect politique et géopolitique. Car l'Afrique aussi est consciente et soucieuse notamment de l'avenir qui se dessine, notamment avec les alliances, avec aussi une Afrique émergente, une Afrique puissante, beaucoup plus forte, et qui, évidemment, le secret résidera en sa capacité de convergence et de consensus continental, ce que j'ai qualifié. Et quelques jalons, à juste titre aussi, politiques notamment, où on retrouve l'émergence de certains pays comme le Sénégal, comme le Ghana, où il y a cette transition notamment avec des présidents pour le Sénégal, un président jeune, qui n'a pas forcément eu tout le consensus notamment occidental, et pour cause, parce que c'est une nouvelle génération de jeunes Africains qui souhaitent s'affranchir du diktat notamment, et puis surtout construire une souveraineté continentale à travers cette souveraineté, la souveraineté de la décision politique notamment de leur propre pays respectif, dans un élan bien sûr de collectivisme et dans un élan d'altruisme entre pays africains, ce qui peut-être manquait à ce fameux projet panafricaniste vertueux qui aujourd'hui, je pense, se profile dans les pourtours, notamment à travers ces transitions, notamment et cette transition vers de la politique vertueuse qui rapproche les peuples justement du centre de gravité de la décision politique africaine, et nous ne pouvons que nous en réjouir, puisque, encore une fois, cela va dans le bon sens, bien évidemment avec d'autres facteurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, peut-être négatifs, et là on peut peut-être développer tout à l'heure l'aspect sécuritaire dans le Sahel, mais on a aussi le Togo, notamment avec le changement de régime, pour mieux répondre aux attentes notamment de la population, des peuples, des mesures sociales ont été mises en place. Donc je pense qu'il y a une dynamique
très positif, très favorable au changement, très favorable aussi à la construction d'une Afrique souveraine, d'une Afrique puissante. Abdelkader Sofi, on aura constaté que durant ces dernières années, l'Afrique n'est plus ce qu'elle était, ou du moins ce qu'on pensait qu'elle était. Parce que on a remarqué que, comme disait donc à l'instant Badis Renissa, qu'il y a vraiment un souffle nouveau, qu'il y a des visages jeunes, qu'il y a des âmes jeunes. On n'est plus confronté à l'Afrique post-coloniale telle qu'on l'a connue durant quand même des décennies, pour ne pas dire la France-Afrique. Mais on voit réellement aujourd'hui que cette Afrique reflète finalement la population qui y vit, c'est-à-dire une majorité de jeunesse. Oui, c'est vrai qu'il y a un éveil en Afrique. Donc cet éveil, c'est cette montée de panafricanisme en Afrique, ne serait-ce qu'on va dire depuis une décade. Mais le plus important à cela, donc il faut dire que durant cette année-là, nous avons un vécu qui a touché 5 ou 6 aspects minimum. D'abord politico-diplomatique, sécuritaire, environnemental, sanitaire. Et pour dire qu'il y a d'abord un retour de la politique africaine sur la scène internationale, ça c'est important. Avec la montée en puissance, notamment celle de l'Algérie et celle de l'Afrique du Sud. Sur des questions régionales concernant l'Afrique, on a tapé du poing sur la table, et sur des questions internationales, telles que celle de la Palestine. Oui. Il y a, en ce qui concerne celle régionale, c'est celle du Sahara occidental. Oui. Il y a un problème sécuritaire récurrent, notamment, donc il y a toujours ce problème sécuritaire qui persiste, notamment dans des zones où le terrorisme se fait de plus en plus belle, de plus en plus important, notamment dans le golfe de la Guinée, dans la région sahélo-saharienne, dans la corne africaine, surtout du côté du Soudan, mais aussi il y a le problème de la Libye qui persiste. Ça reste aussi un problème. Et enfin, bien sûr, la question de décolonisation qui concerne le peuple sahraoui. Sur un plan, on va dire, environnemental aussi, il y a ce souci de l'environnement qui reste d'actualité, d'où la menace de la pauvreté qui est due essentiellement au problème de l'environnement, sans oublier aussi les catastrophes naturelles telles que celles vécues par la Libye, dans la région de Darna, où l'ouragan a fait vraiment ravage. Sur un autre plan, il y a cette visée africaine à remonter, j'allais dire, la pente, et surtout en matière de développement économique et commercial avec la lancée de la ZLECAf. Oui. Aussi, il y a autant de projets importants, le Nigal qui revient, d'autres actions qui sont menées ça et là en Afrique pour permettre une intégration économique et commerciale. On pourra s'étaler oui. sur l'ensemble de ces éléments évoqués qui restent aussi de grands axes. Mais cette année, moi je dis que en 2024, il est vrai que les Africains en ont beaucoup souffert sur pas mal de domaines, mais le plus important, c'est qu'il y a un espoir grandissant, notamment avec ce retour de l'Afrique qui essaie de se positionner en tant qu'acteur et qui prend conscience de sa dimension, de sa valeur, de sa ressource humaine et de sa ressource naturelle, et qu'elle peut faire quelque chose. En réalité, elle ne peut pas être que seulement une géographie. Mais on peut la regarder comme étant un acteur, surtout dans cette dimension internationale qui a déplacé les enjeux géopolitiques vers l'Afrique. Nous sommes dans ce contexte du continent euphrasien, où aujourd'hui, avec le Moyen-Orient, l'Afrique, notamment le sous-continent, représente un enjeu majeur pour les plus grandes puissances, donc les puissances mondiales, mais aussi pour les puissances émergentes africaines
qui aspirent à jouer un rôle et avoir une place dans cet ordre mondial changeant et mutant. Gamal Abina, selon vous, quels ont été les événements politiques majeurs en Afrique aujourd'hui, si on doit par exemple voir du côté des élections? Il y a quand même un vent d'élections qui a soufflé sur certains pays africains pour le changement, et on a vu que c'était la plupart des personnalités très jeunes, ou du moins jeunes, pas par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs élections qui ont été conduites. Des élections qu'on n'attendait pas d'ailleurs à ce niveau-là, comme le Sénégal, avec l'arrivée de panafricanistes revendiqués, qui remettent en cause le principe du franc CFA et de la domination post-coloniale. Des élections, effectivement, dans plusieurs pays, qui n'ont pas forcément conduit à un système bien démocratique. On prend, par exemple, l'histoire du Tchad, mais qui tout de même ont remis en question à la suite de ces élections inattendues, avec une succession presque dynastique. On parle du père Déby et du fils, ont remis en cause la présence française. On a vu beaucoup de bases françaises être délogées littéralement de façon très autoritaire d'ailleurs. Ces pays ont repris leur destin en main à la faveur de ce retour de guerre froide qui ne dit pas son nom. Puis on voit aussi des élections qui disent des choses. C'est-à-dire qu'à la limite, des coups de force dans la région du Sahel, on pouvait critiquer les coups de force en disant que c'est des généraux ou des militaires qui prennent le pouvoir et donc ça n'est pas légitime et que ce serait des coups de force antidémocratiques, comme on l'a observé avec le Niger, par exemple, avec le départ de Bazoum de force. Mais de l'autre côté, on a un Sénégal qui a démontré que finalement, le sous-jacent, à savoir la lutte pour le panafricanisme et l'émancipation totale des bases françaises, donc de la présence coloniale ou post-coloniale française, est remise en cause de façon aussi démocratique que par les coups de force militaires. Tout le monde a la même lecture, tout le monde veut se battre pour s'émanciper, et tout le monde a compris que le monde qui a changé depuis 2022 avec la Russie et l'Ukraine, eh bien ce monde offre la possibilité de choisir ses partenaires économiques, politiques et militaires. Et la France, largement, dans cette histoire, est la grande perdante, parce que finalement, moins l'Angleterre et plus la France, cette position de domination qu'elle a observée depuis près de 70 ans en Afrique, après les indépendances des 60, eh bien cette position est remise en question par tous ces dirigeants, qu'ils soient issus d'un système démocratique électoral ou qu'ils soient issus d'un coup de force militaire. Badis Nissa, on va un petit peu de décision surprise vers une autre décision encore plus surprenante, surtout lorsqu'on sait que par exemple certains pays étaient vraiment acquis à la France et auxquels on n'aurait même pas eu un jour la pensée de croire que peut-être il y aurait des différends. On l'a vu avec le Mali, on s'est dit c'est tout à fait normal. Mais pour le Gabon, pour le Tchad, pour le Togo par exemple, ça c'était pas tellement prévisible. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ces élections ont présenté ou ont façonné une dynamique politique dans ces pays? Au-delà de la dynamique politique, c'est une dynamique continentale, africaine, puisqu'il y a une convergence notamment. C'est-à-dire que rien n'est fait au hasard, comme vous l'avez dit à juste titre. Il y a cette, transposition notamment de cette ère, ce nouvel ère de changement notamment, et qui est porté par le peuple africain lui-même en premier lieu. Et bien évidemment, les politiques ne font que suivre justement cet élan encore une fois louable, honorable, et qui aspire à faire de l'Afrique un acteur majeur, notamment dans la décision, dans la nouvelle architecture mondiale, et notamment de gouvernance mondiale. Et à ce propos, on peut évoquer effectivement l'activité intense diplomatique de l'Algérie pour, par exemple, faire entendre la voix de l'Afrique, pour avoir des sièges permanents, notamment au Conseil de sécurité, pour, corriger des injustices historiques, et puis surtout des réformes qui, encore une fois, donneraient la voix à l'Afrique et au peuple africain notamment, tant en matière d'équité et de justice, notamment en matière de développement, mais aussi en matière de décision, de prise de décision. Et pour cela, bien évidemment, il faut créer un contexte favorable, un écosystème politique et géopolitique, à savoir que l'affranchissement notamment de l'Afrique, notamment du diktat néocolonialiste, parfois même de certains mindsets révolus qui, œuvrent pour justement l'anéantissement de toute œuvre ou toute initiative qui permettrait justement de faire converger l'Afrique et son émergence. Donc aujourd'hui, le peuple africain, avant que ce soit une décision politique, a choisi, a opté, a tranché, mais surtout a agi dans le sens de ce changement. Et ce changement ne fait que, dissocier notamment ce diktat qui connaît ses limites aujourd'hui, notamment puisque, vous le savez, tout à l'heure vous l'avez à ce propos souligné, c'est-à-dire que la France aujourd'hui est vomi, la France est rejetée, la France est, chassée de plusieurs pays, et ce n'est pas un hasard, puisqu'encore une fois, au-delà, bien évidemment, on peut parler de sa politique africaine condescendante, notamment vis-à-vis des peuples africains, avant qu'ils soient par rapport aux décideurs, sauf qu'aujourd'hui, les décideurs
les responsables politiques africains ne sont plus de la même trempe, on va dire. Ce sont des jeunes, des moins jeunes. Ce sont en tout cas des personnes qui aspirent, encore une fois, à entendre d'abord la voix de leur propre peuple respectif, et puis surtout aussi à faire de l'Afrique ce continent qui doit être à la hauteur au niveau de ses potentialités, qu'elles soient, tout à l'heure on a parlé du capital humain, mais aussi ses richesses, puisque rappelons-le que, qu'on le veuille ou non, à ce jour, l'Afrique est le continent le plus riche au monde, mais le plus pauvre en matière de population. Oui. Alors, Gamal, il n'y a pas eu que les élections en Afrique. Il y a eu, c'est vrai, les élections, et ça, ont été des étapes très marquantes pour ce qui s'est passé l'année 2024 et pour certains pays africains, mais il y a eu également les guerres, il y en a toujours eu en Afrique, mais cette fois-ci, disons-le, il y a des guerres qui ont perduré et qui ont excellé un petit peu en violence, comme par exemple la guerre au Soudan, qui est une guerre finalement, je dirais, tue, puisque de toute façon on en parle très peu, Gamal. Oui, tout à fait, il y a plusieurs éléments dont on doit tenir compte. D'abord, les guerres, malheureusement, et on doit le déplorer, sont des guerres qui sont provoquées souvent par l'Occident. On va revenir sur les détails. La Libye, ça va de soi, de Kadhafi, qui a été démis de ses fonctions de président à la faveur d'un coup de force provoqué de l'extérieur. Donc c'est un coup d'État qui a été conduit avec la mort de Kadhafi le 20 octobre 2011. Depuis, c'est une guerre civile qui n'arrête pas, puisqu'elle est alimentée par différents États, différents groupes de pression. Pour des questions évidemment pétrolifères, on a la guerre du Soudan qui fait suite à la partition du Soudan. C'est déjà une première défaite pour ce grand pays qui était le plus grand pays d'Afrique, il faut le rappeler. Aujourd'hui, on a un Soudan qui, soi-disant nord-sud, était nord-arabe, sud-noir. C'est très amusant parce que tous les Soudanais sont quand même noirs. Et maintenant, on a joué la carte comme dans le nord, il n'y a pas d'arabe et de noir, du Darfour, une région, contre un pouvoir central qui serait une dictature. Là encore, on se retrouve très rapidement compte que ces éléments ont été largement alimentés de l'extérieur avec une volonté de sécession. Et on a aussi une tentative de déstabilisation de l'Éthiopie d'Abiy Ahmed, où on a instrumentalisé les Tigréens qui avaient traditionnellement le pouvoir. Donc c'est une minorité d'Éthiopie, de ce pays à 9 États fédérés, qu'on a voulu pousser à prendre le pouvoir de force. Ça a été un échec, c'est vrai. Abiy Ahmed a pu se défendre avec le soutien extérieur aussi. Mais il n'en demeure pas moins qu'on observe beaucoup que ces pays de la Corne de l'Afrique sont atomisés. Beaucoup de pays arabes, la Somalie qui est un pays arabe, il faut le rappeler, le Soudan qui est un pays arabe, la Libye qui est un pays arabe. Donc la plupart des pays arabes d'Afrique ont été instabilisés. Ensuite, vous avez des guerres qui durent depuis 20-25 ans, comme le RDC. Une guerre qui n'arrête pas pour des raisons évidemment d'argent et de pillage de ressources minières, gazières, pétrolières et autres. C'est le pays le plus riche au monde en termes de potentialité et le plus pauvre dans les faits. Ce pays subit le martyre des différents États qui sont des États rapaces autour. Je ne parle pas du Rwanda, mais il y a beaucoup de pays qui en profitent évidemment et qui alimentent des guerres civiles. Donc tout ça pour dire que l'Afrique, paradoxalement, n'a jamais été autant en paix aujourd'hui et autant instabilisée par l'extérieur qu'aujourd'hui aussi. Donc ça veut dire qu'il y a moins de guerres, c'est vrai, mais que ces guerres durent depuis très longtemps, ce sont des guerres civiles. C'est les pires parce que c'est des guerres dont on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Mais surtout, on se rend bien compte que les raisons pour lesquelles ces guerres existent, c'est des raisons bassement économiques. On a bientôt une confrontation par rapport au Somalie, où on tente de diviser la Somalie avec le Somaliland, qui sera reconnu certainement par Trump apparemment. Ça va créer donc à nouveau une tension régionale dans un pays qui est déjà atomisé, en 4 États quasiment de fait. Tout ça pour dire qu'effectivement l'Afrique est un enjeu considérable, un enjeu géopolitique, on l'a compris, mais pas seulement. C'est un enjeu énergétique, c'est un enjeu de ressources minières, de terres rares. Tous ces éléments, effectivement, aggravent la situation en Afrique et je rappelle qui font son malheur. Absolument. Et puis pour conclure mon propos, je dirais que la RDC, par exemple, parce que tout le monde l'a oublié, c'était 45 000 morts par mois pendant pratiquement 20 ans. Ça fait presque 6 millions de morts constatés dans un pays martyr, alors que la RDC a toujours été le pays le plus riche. Mais ça a toujours été un enjeu depuis les années 60, avec l'affaire du Katanga, avec les mouvements de sécession, avec l'assassinat. Tout à fait, l'assassinat de Lumumba. Tout cela a toujours été mis en scène pour faire en sorte qu'on puisse piller les richesses tranquillement en martyrisant les populations, parce que finalement, la vie d'un Africain, ça ne vaut pas grand-chose. Merci beaucoup, Gamal Abina, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Et à très bientôt. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM.
Ahmed Kateb, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'on est on est en train de s'acheminer vers, comme disait tout à l'heure Badis Renissa, vers une nouvelle ère donc de liberté, de souverainisme et surtout d'affranchissement. Et surtout, on a eu quand même cette impression qu'on est carrément dans une ère de deuxième indépendance quelque part. Oui, symboliquement, certainement. Oui. Mais on est surtout dans une ère d'afro-optimisme. Oui. On a longtemps qualifié l'Afrique de continent, entre guillemets, barbare. L'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Tout le monde se souvient du discours de Dakar. Donc, on est dans cette logique qui repousse tout de go tous les postulats coloniaux et néocoloniaux. Et ça, c'est un fait remarquable. Oui. Et c'est le fait des citoyens africains eux-mêmes. Donc il y a une prise de conscience, une réappropriation de l'identité africaine, du panafricanisme comme idéologie motrice qui fait revivre cet espoir que l'homme africain peut réaliser des miracles et doit réaliser des miracles parce que c'est un continent d'avenir, c'est un continent très riche en matières premières. Stratégiquement, c'est une plaque tournante entre 3 continents. Également, l'Afrique sera le continent, pratiquement le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie. 2050, on sera 1,5 milliard d'Africains, ce qui n'est pas rien. Le Nigeria sera la 3e puissance démographique au monde, après l'Inde et la Chine. Donc tout ça, c'est des marchés. Tout ça, c'est une énergie, c'est de la jeunesse. Et donc, les Africains ont aujourd'hui cette idée de réappropriation de leur destinée, de leur destin. On a vu, c'est vrai que les changements politiques dans les 3 pays du Sahel étaient intéressants dans la mesure où ça a créé le déclic. Que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, un peu moins en Guinée, mais également on a le déclic qui s'est opéré au Tchad, au Sénégal, avec l'alternance. Donc il y a cette résurgence d'idées panafricaines que les Africains doivent se prendre en charge, doivent prendre leur destinée en main et aller de l'avant. Et là, on a vu un mouvement historique comme on en a rarement vu depuis plusieurs décennies sur notre continent, c'est-à-dire un élan émancipateur extraordinaire. Que les Africains crient leur ras-le-bol de la France, crient leur... les slogans n'ont pas été tendres. Du tout. Et les Français se sont offusqués qu'au Niger, on brandisse les drapeaux algériens, les drapeaux russes, pour dire la France dehors. Les Français se sont offusqués. Donc, voyez cette prise de conscience. Au Tchad aussi, Au Tchad. Il disait Bara Bara, donc la France Bara. Bara, c'est en arabe. Bara. Voilà. Donc, dehors. La France dehors. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a cette dynamique qui fait que aujourd'hui l'Afrique doit être scrutée de très près. Parce qu'il n'y a pas uniquement que l'Afrique francophone. Il y a les alternances en Afrique anglophone. Au Ghana, il y a une tentative, on n'en parle pas trop, de régime change au Mozambique, parce que le Frélimo a raflé la mise. Donc on voit que il y a une opposition téléguidée par l'étranger, un leader. C'est le modèle vénézuélien. C'est le modèle vénézuélien à l'africain. Recopié sur le Mozambique. Et le Mozambique est un État qui a souffert de la colonisation portugaise. C'est un fer de lance au profit du peuple sahraoui. Donc il milite en Afrique et dans les forats internationaux pour que le peuple sahraoui puisse retrouver son autonomie, pas l'autonomie, mais accéder à l'indépendance via le référendum d'autodétermination. Donc le Mozambique est un pays qu'il faut abattre dans la logique impérialiste, c'est tout à fait normal. On a avec nous par téléphone Sami Qaidi. Comme on disait tout à l'heure avec nos invités, nos consultants, il y a comme un vent de souverainisme qui souffle sur l'Afrique et surtout un souffle nouveau de deuxième indépendance
dans l'Afrique qui est avide de souverainisme, puisque pendant des décennies, ce n'était pas le cas, surtout que l'Afrique est jeune, contrairement à ce qu'on l'appelle, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment le vieux continent. Il y a une nouvelle génération sur le continent africain qui est caractérisée par un retour farouche à la souveraineté, au souverainisme. C'est un mouvement intransigeant de cette jeunesse et on le voit très bien au Niger, au Mali, au Burkina Faso, mais également au Sénégal et dans d'autres parts du continent et en Afrique de l'Ouest particulièrement. Ce mouvement des jeunesses africaines se caractérise par un refus ferme des ingérences étrangères sur le continent, une réappropriation de la souveraineté politique mais également économique sur les ressources naturelles. Les jeunes Africains ont décidé que nul ne peut être maître de son destin hormis les Africains eux-mêmes. Et cette phrase résonne avec finalement aussi le passé, le présent de l'Algérie qui a toujours été cette puissance qui défend les intérêts suprêmes du continent, loin de toute forme d'ingérence étrangère. On a pu voir également que dans de nombreuses rues du Burkina Faso et précisément dans la capitale Ouagadougou, des portraits à l'effigie de l'ancien président révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara sont affichés fièrement. Il était président entre 1983 et 1987. Il est un symbole, il demeure un symbole et cette nouvelle génération est fière de l'afficher. Il y a aussi un élément intéressant à souligner, c'est que cette nouvelle forme de souverainisme des jeunesses africaines et de l'Afrique de façon plus globale est liée aussi à un retour du panafricanisme. Les peuples d'Afrique veulent s'unir pour défendre coûte que coûte leur souveraineté et pour dire qu'en Afrique, seuls les Africains sont maîtres. Donc effectivement, ma chère consoeur, on peut dire que l'année 2024 en Afrique est celle du souverainisme et de la multipolarité, parce que finalement, les Africains disent que l'Afrique est aussi libre de choisir ses partenaires et ne doit pas être cantonnée qu'à un simple marché. Oui. Très bien, Samir Hadi, j'ai oublié de vous présenter. Vous êtes quand même journaliste au quotidien El Moudjahid. Voilà, c'est fait. Nous allons revenir donc à une autre étape qui aura marqué le 2024 et c'est la question sahraoui, n'est-ce pas, messieurs? Donc la question sahraoui, on va dire pour certains, il y a de la redondance. Eh ben non, parce que cette fois-ci, quand même, il y a eu des avancées qui ont été au profit de cette cause sahraoui, surtout avec la décision de la Cour de justice européenne, carrément. Voilà, a complètement désavoué le Maroc, parce que de toute façon, il y avait les deux accords, n'est-ce pas, sur l'agriculture et la pêche, donc maintenant c'est interdit. Et en plus... C'est une nouvelle victoire pour la cause sahraoui. La Cour de justice de l'Union européenne a, dans son arrêté, mis clairement le fait que le Maroc est un territoire totalement distinct du Sahara occidental occupé, qui est la dernière colonie en Afrique, il faut le rappeler aujourd'hui en 2024. Il y a un autre point qui est intéressant, je profite de cette opportunité pour m'incliner à la mémoire de Gilles Devers, l'avocat de la cause sahraoui et palestinienne également, mais il a tant donné pour que le peuple sahraoui puisse reconquérir sa liberté, son indépendance et son autodétermination. Jusqu'au dernier souffle. Touche également le volet de ses richesses naturelles qui, aujourd'hui, sont malheureusement encore exploitées par un régime tyrannique. C'est le régime tyrannique de Rabat, qui est par ailleurs un régime dictatorial, colonial aussi, et qui appuie le fait accompli colonial au Sahara occidental avec ces alliances avec des puissances qui sont d'ailleurs connues pour profiter des richesses du continent africain, en l'occurrence la France, mais aussi le régime génocidaire de l'entité sioniste qui est un allié. J'ai envie de dire que nul n'est. Ça ne m'étonne pas qu'ils sont amis quand on voit leur accointance et leur position, qui est en l'occurrence
en opposition claire, nette et précise vis-à-vis du droit international, vis-à-vis de la légalité internationale et vis-à-vis de la justice. Oui, très bien. Alors, justement, Badis Nissa, le dossier sahraoui, une nette avancée en 2024, on va dire un succès, parce que de toute façon, même les instances internationales ont réitéré le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, contrairement à ce qui a été répondu, et on le sait, à plusieurs reprises, il y a eu des tentatives de faire briller ou de mettre en avant le plan d'autonomie ou de la 4e voie, comme elle a été appelée par la France et bien sûr ses alliés. Donc, encore des camouflés que le Maroc a essuyé durant toute cette année. Est-ce qu'on peut dire que finalement l'année 2024 pour le Sahara occidental est une année positive et plein de points forts? Très positif, mais il faut rester quand même pragmatique et vigilant, puisque si on revient sur le narratif du Maroc et qui consiste odieusement à répéter des mensonges et à croire qu'à force de répéter les mensonges, ça devienne des réalités, des vérités absolues. Non, c'est pas du tout ça, puisque ça va à l'encontre du droit international d'abord. Et le droit international est censé régir notamment les règles, garantir notamment le droit des peuples à l'indépendance, à jouir de leur souveraineté, de leur liberté. Alors, il s'avère que on n'est pas du tout dans ce cas de figure, puisque le Maroc, et si on peut faire là aussi une analogie avec son mentor qui est l'entité sioniste, où il partage beaucoup de valeurs colonialistes, notamment si on peut appeler ça comme ça, et on revoit cette duplication, cette replication notamment sur le peuple sahraoui malheureux, à savoir l'oppression, la persécution, la répression notamment à travers toute manifestation, ne serait-ce que pacifique, puisqu'elle est toujours pacifique, elle aspire à gagner cette liberté notamment, à arracher cette liberté, puisqu'on parle aussi, là aussi, au passage, de la dernière colonie africaine. Il me semble que, encore une fois, il y a consensus sur ce point qui a été réconforté par, effectivement, des décisions historiques en 2024, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Union européenne et même le droit international, l'ONU. Maintenant, quand je prends cela avec des pincettes, dans le sens où le travail n'est pas encore fini. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond à mener, c'est-à-dire qu'il ne fait que commencer peut-être. Absolument. Mais ceci étant, et peut-être aussi il faut mettre ça à l'actif de la diplomatie algérienne vertueuse, qui est toujours aux côtés des causes justes, même si cela a un prix aujourd'hui, et nous le constatons avec les hashtags et autres. Mais c'est mal connaître l'Algérie encore une fois, puisque nous sommes animés par des valeurs humaines, des valeurs humanistes, et qui consistent à défendre les intérêts des peuples et l'intérêt commun. Ceci étant, bien sûr, il faut rester vigilant dans le sens où il faut continuer ardemment à œuvrer sur les scènes internationales, notamment au Conseil de sécurité, comme le fait l'Algérie, en tant que membre non permanent, mais surtout très actif, puisque l'Algérie, au lendemain de son élection plébiscite, a tout de suite, d'ailleurs, via la correspondance du président Abdelmajid Tebboune à Guterres, a tout de suite expliqué que l'Algérie ne fera pas de la figuration, elle fera de l'action louable, vertueuse et honorable pour honorer justement la responsabilité des peuples africains, y compris le Sahara occidental. Oui. Merci Badis. Abdelkader Soufi. Alors, c'est vrai que depuis le début, depuis qu'il y a eu la guerre à Gaza, depuis que la question sahraoui existe, l'Algérie a toujours été là pour défendre ces deux dossiers, ô combien importants, dans le sens où ce sont des dossiers de décolonisation et que l'Algérie est restée quand même constante. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que de plus en plus, l'Algérie est en train de se positionner comme une sorte de locomotive pour défendre ses causes auprès des Nations Unies, c'est-à-dire faire entendre la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Non, je ne dirais pas de plus en plus. L'Algérie a toujours maintenu un cap qu'elle a choisi depuis son indépendance. Si elle a accédé à la vie internationale, c'est parce qu'elle aussi, elle a vécu les mêmes conditions et le même colonialisme que les autres. Et c'est parce qu'elle a cru, elle s'est battue, elle a fait la guerre et elle a trouvé aussi des nations autour d'elle qui ont cru ont le droit des peuples à l'autodétermination. Oui. La 14-15 de 1960 donne le droit à tous les peuples de s'autodéterminer. Et c'est cette base qui a été l'une des principales, des principaux éléments qui ont composé la doctrine algérienne en matière de relations ou de politique internationale. Maintenant, en ce qui concerne les deux questions, l'Algérie n'a jamais
oublier ou laisser tomber d'abord le peuple palestinien, et elle a lutté et elle a même exercé une pression sans précédent au sein du Conseil de sécurité, et qui est une première. Elle a fait bouger les lignes et elle a imposé une vision même aux grandes puissances, oui, et même à ce Conseil que je considère étant faible, incapable et impuissant devant les volontés des intérêts des grandes puissances. Oui. En ce qui concerne le Sahara occidental, c'est que nous nous sommes égarés, ou beaucoup se sont égarés, car la résolution 690 de 1991 a créé d'abord la MINURSO pour que celle-ci puisse aller organiser un référendum et voir si le peuple sahraoui veut accéder à l'indépendance ou pas. C'est que depuis, on a tendance à chavirer. D'abord, une expression qui a été introduite, une solution acceptable de tous, alors que ça c'est faux. La résolution, elle reste d'actualité, c'est l'indépendance du peuple sahraoui à travers l'organisation d'un référendum. James Baker avait proposé une période transitoire qu'il a appelée 5 ans d'autonomie pour qu'après le peuple sahraoui puisse justement aller vers l'indépendance, et que les Français de Jacques Chirac à l'époque en 2007 avaient donc proposé ce plan d'autonomie qui a été récupéré par le Maroc, et qu'aujourd'hui on essaie de nous faire avaler l'expression et avaler aussi l'approche, pour qu'on oublie qu'il s'agit d'une indépendance et que d'un territoire qui est occupé. C'est ça le mensonge dont Bédis a parlé. Un mensonge qui a été créé pratiquement depuis 1995 et qui a été nourri, vous savez, depuis 1995, ce sont 2-3 générations. Et un mensonge, d'abord on en rit, après on croit, et enfin on fera la guerre pour. On fera la guerre pour. Et c'est malheureusement ce mensonge, ce fake news, qui a été créé et monté de toutes pièces par de grandes puissances. Et pourquoi ? C'est que l'Afrique de l'Ouest et le nord de l'Afrique ont été une colonie française à un moment, sauf le Sahara occidental et le nord du Maroc, qui était colonie espagnole. Et que les Français n'ont jamais accepté que les Espagnols puissent avoir une mainmise sur ces territoires, car il s'agit d'un intérêt primordial pour eux. Et aujourd'hui, avec la défaite de la France au Sahel et ce renversement contre le colonialisme, le néocolonialisme économique, a fait que la France n'a trouvé autre que le territoire justement marocain pour se relancer la cellule France-Afrique, et notamment mettre des bâtons pour la résolution du Sahara occidental. Au passage, je souligne que la France a exercé 14 droits de veto pour empêcher des résolutions en faveur du Sahara occidental. Ahmed Kateb, donc l'Algérie finalement durant toute cette année 2024 et bien avant, parce que de toute façon même 2023 c'était un petit peu le début et c'est la continuité. 2024 a constitué la continuité. A porté ces dossiers à bras le corps. Franchement, on n'entendait que la voix de l'Algérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement sur le plan africain, l'Algérie a plaidé pour une réforme de l'ONU, sachant pertinemment que beaucoup de pratiques onusiennes ont été finalement mises à nu avec la guerre en Ukraine, et on a vu un petit peu les deux poids, deux mesures sans nul besoin de l'évoquer en ce moment, ce n'est pas le but. L'Algérie donc a pris, si vous voulez, en a fait un petit peu sa bataille. Ensuite, il y a eu la guerre à Gaza qui a complètement, donc, si vous voulez, dévoiler les enjeux et les visages et les masques, a fait tomber les masques, l'hypocrisie occidentale, sans parler aussi du fait qu'aujourd'hui, on veut aller vers une représentativité de l'Afrique, une meilleure représentativité, c'est-à-dire qu'il soit à la hauteur de cette présentation des Africains au sein de cette Assemblée générale. Et c'est ça, au fait, que je voulais parler, de ce rôle de l'Algérie qui porte un petit peu le flambeau de l'Afrique. Oui, l'Algérie croit en l'action multilatérale. Elle a toujours inscrite sa démarche diplomatique dans un cadre multilatéral, que ce soit aux Nations Unies, dans l'ex-organisation de l'unité africaine, actuellement l'Union africaine, au sein de la Ligue arabe. Donc l'Algérie croit au multilatéralisme.
Et ça, c'est pas nouveau, ça fait partie des principes cardinaux de la diplomatie algérienne. Maintenant, que l'Algérie ait cette dynamique et puisse dire haut et fort aux Nations Unies qu'il faudrait réformer les Nations Unies, le système des Nations Unies qui est complètement désuet, parce qu'il date de 1945, et on ne peut pas régir le monde de 2025 avec une charte, avec une organisation créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc les protagonistes ne sont plus les mêmes, les puissances de l'époque ne sont plus les puissances d'aujourd'hui, et il y a une sorte de réorganisation qui s'est effectuée à travers le monde, et aujourd'hui il est important, c'est un impératif, il est important de réformer les instances onusiennes, et l'Algérie justement plaide pour une plus grande représentativité du continent africain. L'ONU a été créée alors qu'il y avait 2 pays africains indépendants, l'Éthiopie et le Libéria. Aujourd'hui, tout le continent est indépendant, hormis le Sahara occidental. Donc, pour qu'il y ait équité au niveau international, pour qu'il y ait justice dans la représentativité des continents, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique, il y a l'Amérique latine, l'Asie, donc l'Europe qui se retrouve avec pratiquement 3 sièges, la Russie, elle est européenne quand même, le Royaume-Uni et la France. Donc croyez-moi, si les Français et les Britanniques ne veulent pas que l'Allemagne siège ou ne veulent pas rétrocéder leur place pour une place européenne, donc ça veut dire qu'on est toujours dans une logique statocentrée. Donc c'est toujours l'État national qui domine au sein des relations internationales. C'est les accords westphaliens qui prévoient. On est toujours dans le schéma westphalien. Donc il faudrait repenser la représentativité de l'Afrique. L'Algérie plaide pour qu'il y ait 2 membres permanents, 4 membres non permanents, et une rotation, pourquoi pas, dans les 2 sièges permanents, pour que chaque pays, selon son poids, qu'il soit démographique, qu'il soit économique, qu'il soit militaire et stratégique, puisse avoir un droit de siéger au Conseil de sécurité et s'exprimer. Donc on n'est plus dans une logique de marchandage. Moi je suis la plus vieille nation africaine, moi je suis ceci, moi je suis cela. Il faudrait trouver déjà un consensus en Afrique, au sein des instances africaines, pour que l'Afrique puisse présenter un seul plan de réforme, le défendre et avoir gain de cause. Sinon, on va se disperser. Oui, d'ailleurs, à ce propos, l'Algérie va présider pour le mois de janvier, donc la présidence tournante des membres non permanents au Conseil de sécurité. Donc, il y aura un petit peu du pain sur la planche, hein, messieurs. Samir Kaïdi, justement, l'Afrique, pour plus de place, pour plus de représentativité, ce n'est que finalement justice rendue à ce continent au sein de l'ONU? Ce n'est que justice rendue. Il faut rappeler que le continent africain est habité par 1,5 milliard d'habitants et représente une part importante de la population mondiale. Et il est inadmissible qu'aujourd'hui, l'un des continents les plus riches de cette planète soit sous-représenté dans une institution qui, comme l'ont évoqué les invités sur le plateau, commence à perdre de sa crédibilité. L'Organisation des Nations Unies, qui succède à la Société des Nations, se retrouve avec les mêmes défauts, avec un problème de représentativité. Et effectivement, c'est un problème structurel lorsque l'on sait que le Conseil de sécurité, qui est l'organe la plus importante des Nations Unies, n'est dirigé que par une minorité de pays, et qu'en réalité ce n'est pas un processus démocratique, c'est-à-dire qu'un État est égal à une voix, mais c'est une minorité de pays, souvent issus du bloc occidental, qui peuvent s'arroger le droit de faire la pluie et le beau temps pour la sécurité internationale. Et ça, ce n'est pas plus acceptable, ce n'est plus convenable, car la sécurité internationale, comme je viens de l'évoquer, doit être l'affaire de tous, et également aussi des Africains. Il faut aussi rappeler saluer le rôle qu'effectue notre pays, l'Algérie, au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un rôle herculien,
en faveur de la défense inconditionnelle des causes justes et des peuples opprimés à leur tête, le peuple palestinien et le peuple sahraoui. Et effectivement, l'Algérie, dans cette droite ligne, s'inscrit dans sa longue histoire de soutien des mouvements de libération. Notre pays a en l'occurrence soutenu plus de 14 mouvements de libération nationale en Afrique, notamment au Mozambique et dans d'autres pays. Donc l'Algérie poursuit ce qui est une partie essentielle de son identité, de son ADN politique, qui est la défense des opprimés, la défense de la justice, la défense du droit international, pour que ce monde puisse vivre mieux, parce qu'on voit bien que malheureusement c'est tout l'inverse aujourd'hui, et selon l'avis même de plusieurs experts, l'on risque même de connaître un dérapage qui peut, et j'espère pas, nous conduire vers un conflit mondial, un conflit dévastateur, lorsque l'on sait que la prolifération nucléaire et tout menace comme une épée Damoclès. Tout à fait, une menace. Nette et précise. Merci beaucoup Samir Qaïdi. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Al-Moudjahid. Merci d'avoir été avec nous. L'ensemble des invités qui sont présents sur le plateau avec vous. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. L'Algérie qui a toujours été soutenue, il faut le dire, n'est-ce pas, Abdelkader Sofi, par l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, durant toute cette année, et qui ont toujours joué, si vous voulez, le même jeu, parce que de toute façon, ce sont deux axes entre le nord et le sud. C'est-à-dire, on ouvre avec le balcon qui s'appelle l'Algérie, et on va vers cette Afrique du Sud tout à fait au fond. Donc, et on va se dire que ce sont toujours des pays qui ont porté le flambeau de ce qu'on appelle la décolonisation. Et cette ère de souverainisme n'est pas vraiment nouveau pour ces deux pays. Abdelkader Sofi. Oui, au fait, moi ce que je voulais dire, c'est que il y a cet éveil de conscience de tous les Africains et que l'élite africaine commence à se prendre en charge. D'abord, il y a eu un renversement de la politique coloniale dans les pays du Sahel. Oui. Ensuite, il y a cet activisme de l'Afrique du Sud, des trois du Conseil de sécurité, les trois plus, de l'Algérie, le groupe des 10 de la sécurité, et il y a l'Union africaine et il y a le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Donc autant d'outils entre les mains des Africains qui agissent ensemble, que ce soit acteurs étatiques ou acteurs organisationnels. Oui. Et l'ensemble de ceux-là ont épousé pour la première fois une vision commune. D'ailleurs, pour revenir à cet acte extraordinaire qu'a mené justement l'Afrique du Sud en ce qui concerne l'action d'Esté, l'entité sioniste devant la Cour de justice internationale. Mais aussi, il faut rappeler que, par exemple, le procès d'Oran, qui a pu réunir l'ensemble des acteurs africains actifs et qui, en définitive, nous renvoie vers une vision commune qui a sassé les divergences et qui a pris les dénominateurs communs qui sont les points focaux de l'Afrique. Et c'est sur cela qu'il faut s'appuyer et se dire que l'Afrique commence à grandir, à être en bonne santé et à voir clairement. Et vous savez, à deux, on est plus intelligent, mais on est plus fort aussi. Qu'un 1, à 3, plus que 2, et ainsi de suite. Et c'est cette dynamique, je pense, qui est créée, ne serait-ce que qui a pu être visible en 2024, qui est le grand espoir de l'Afrique. Je pense que cette lancée qui a amené des acteurs africains jusque-là réticents et qui a vu certains États locomotives et certains États qui ont joué le rôle du bouclier pour empêcher le facteur exogène de les mettre à bas ou de les renverser. Et c'est grâce à cela
que des voix en Afrique commencent à monter, que ce soit d'une façon hard ou d'une façon pacifique. Il y a eu des actions au Burkina Faso, au Sénégal, et ce n'est que le début. Oui. Ce n'est que le début, car l'Afrique, je pense, avec ce rythme-là, elle peut se positionner comme étant un acteur véritable sur la scène internationale et pourquoi pas accéder à sa volonté que d'avoir... Oui, elle le fait, pardon, l'Afrique le fait. Le duo algéro-sud-africain travaille à merveille. L'Algérie au sein du Conseil de sécurité, l'Afrique du Sud au sein de la Cour internationale de justice. Donc il y a ce parallèle dans l'action très actif, donc les deux pays très actifs, qui font un travail remarquable pour dénoncer le sionisme, pour dénoncer la barbarie israélienne et dire au monde entier, l'Afrique se mobilise en faveur du droit international. Constituer un front. C'est un front, et on voit que les deux pays qui se trouvent aux antipodes géographiques convergent diplomatiquement et symboliquement pour être aux côtés du peuple palestinien. C'est peut-être aussi ça la force, parce que le fait que l'entité sioniste soit quand même traduite en justice et que ça passe dans la Cour pénale internationale, ça c'est vraiment une première, que ce soit en 2024 ou en 2023 ou dans l'histoire de l'humanité et surtout dans l'histoire de l'entité sioniste. Messieurs, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va juste conclure. Alors, Badis, j'ai vu que vous vouliez dire quelque chose. Non, je voulais rebondir sur ce qui a été dit à juste titre. Effectivement, la réforme du Conseil de sécurité, elle est sous plusieurs strates. La réforme, on va dire, structurelle, et la réforme aussi de cette vétocratie qui rend, je dirais, certains peuples et certains continents inaudibles. Donc là aussi, il y a un travail de fond à mener sur du long terme, certainement, et avec une convergence, avec une force, une puissance, un retour de la puissance africaine. En revanche, il ne faut pas perdre le cap non plus de ce concept qui est devenu plus qu'un concept maintenant, c'est un état d'esprit et une feuille de route, notamment portée par l'Algérie et l'Afrique du Sud, à savoir solution africaine aux problèmes africains. C'est très important, en fait. Et c'est vrai que la souveraineté ne se résume pas que la souveraineté politique, mais aussi dans la gestion. Et là, j'ouvre une petite parenthèse rapidement, une petite victoire, celle de l'avalisation notamment du Conseil de sécurité de la nouvelle force africaine, qui est une victoire parce que ça donne justement à l'Afrique de pouvoir gérer ses propres problèmes, et avec peut-être une nouvelle mouture par rapport à l'ATMIS qui était la force précédente en Somalie, c'est-à-dire la transmission des régions pacifiées et stabilisées à l'armée somalienne. C'est très important de le dire. Donc on est dans cet élan effectivement de sortir encore une fois du joug, un peu parfois même des anciennes mentalités, bon gré mal gré, et il est important d'ailleurs avec une locomotive comme l'Algérie et l'Afrique du Sud de porter la voix de l'Afrique, de l'Union africaine, mais encore une fois avec un consensus qui a été dit tout à l'heure effectivement à juste titre, mais surtout aussi avec la décorrélation peut-être aussi des divergences politiques pour laisser place aux intérêts communs et à la décision collective notamment qui sert les intérêts de l'Afrique. Très bien. Donc messieurs, je vous remercie. Je rappelle successivement qu'était avec nous Ahmed Kateb, professeur universitaire, expert des questions internationales, Badis Renissa, analyste des questions internationales et politiques, et bien sûr président du think tank Émergence, Abdelkader Soufi, professeur universitaire, analyste des questions internationales, était également avec nous par téléphone Gamal Abina, expert en questions internationales, et Samir Qaidi, journaliste au quotidien El Mojahed. Avec l'espoir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Géopolitique du Sahel. Au revoir. Bonne année. Bonne année à tous.